l'éditeur lui dit, tiens, on peut refaire du comics d'horreur, il ne faut pas que ce soit aussi horrifique que ce qu'il faisait dans les années 50, mais fais-nous du comics d'horreur. Et Kirby, ça ne s'intéresse pas. Donc il va faire un comics de super-héros avec un vernis magique. Il place les origines de son personnage à la chute de Camelot, la chute de la forteresse du roi Arthur. Bon, c'est censé se passer au Moyen-Âge, même si effectivement, licence politique oblige, un des chevaliers porte un casque de football américain. Et bon, la documentation, il faut se rappeler que les auteurs de comics devaient publier 22 pages par mois, et Kirby étant très prolifique, lui publiait à peu près 60 pages de comics par mois. Il animait 3 séries en moyenne en même temps. Quand il faisait les 4 Fantastiques, il faisait en même temps Thor, et éventuellement les Avengers, ou les Inhumains, ou la Panthère Noire. Il fait toujours au moins une soixantaine, pendant 20 ans, cet homme-là a fait 60 pages de comics, tous les mois. Donc effectivement, on peut lui pardonner, même si maintenant c'est amusant, on peut lui pardonner quelques erreurs de documentation. Et il va placer dans un contexte magique, avec Merlin l'Enchanteur et Arthur, il va créer un personnage qui s'appelle le démon, Etrigan le démon. Mais vous voyez bien dans cette case qu'on est complètement dans une logique de super-héros. C'est dessiné comme du super-héros, même si les pouvoirs ne sont pas des choses cosmiques, des extraterrestres ou des choses comme ça, on est face à des magiciens, des créatures. Le démon, qui sort à partir de 72 ou 73, reste un comics de super-héros en fait. Et le personnage va assez rapidement interagir avec les super-héros conventionnels. Il habite à Gotham City comme Batman et les deux personnages vont partager assez souvent des aventures. Comment ça s'appelle là? Je ne sais pas. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Le référent mythologique du monde de Roman avec l'île des Amazones. Là aussi, on est dans l'antiquité grecque de fantaisie. Je vous dis, au rythme de travailler avec ces auteurs-là, quand un auteur de bande dessinée français fait un album de 44 pages en un an, il a le temps de se documenter. Là, je sors prochainement aux éditions Glénat un album sur Saint-Louis, par exemple, avec le dessinateur. On s'est énormément documenté. On avait des historiens qui travaillaient avec nous pour nous signaler toute erreur, de manière à ce qu'on puisse la corriger. À l'époque, en 42-43, il ne fallait pas trop rêver. Donc on est dans des choses qui font antiquité grecque, et c'est suffisant d'ailleurs, parce que l'idée est de divertir et de bien montrer que le héros est l'air d'un héros, que le méchant est l'air d'un méchant, et qu'on sache à peu près où on en est. Donc, même dans les aventures beaucoup plus récentes de Roman, où la référence mythologique est claire, là, on est bien avec le trident de Poséidon. Notre Captain Marvel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui tire ses pouvoirs d'un mot magique, Shazam, qui en fait correspond aux initiales d'un certain nombre de héros de l'Antiquité et de la mythologie dont il va, en se mettant sous leur patronage, acquérir les pouvoirs. Il va avoir la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Donc, ce qui fait l'acronyme Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure, le Shazam, son nom magique. Et souvent, ces aventures, même si la série est vraiment destinée à la base aux plus jeunes, donc il y a pas mal de choses plutôt amusantes avec des tigres qui parlent, des choses comme ça, mais c'est souvent aussi des choses liées aux 7 péchés capitaux, enfin des choses liées à de l'éthique mythologique, des péchés incarnés, des choses comme ça, et des vieux magiciens qui le bafouillent, c'était une, qui le laissent ancrer dans une réalité un peu magique, un peu mythique. Une autre source des sources sur lesquelles va s'aborder le comics, ce sont les mythologies plus récentes, celles qui sont nées avec le roman populaire. Début du XIXe siècle, les progrès de l'imprimerie font que là où, mettons au XVIIIe, l'encyclopédie Diderot va être imprimée à 1000-1200 exemplaires, ce qui est déjà le bout du monde, au début du XIXe, on a des moyens d'impression qui permettent d'imprimer beaucoup plus. Vous allez voir ce qu'on a appelé les cahiers bleus, des livres bleus qui étaient de la littérature populaire de Cole Porter, qui vont être vendus en France, par exemple, dans tout le pays pour très peu cher,
il va y avoir l'arrivée du roman feuilleton, avec Alexandre Dumas, Ponson du Terrail, Eugène Sue et d'autres, qui vont créer une manière de raconter des histoires qui va se retrouver dans nos comics de super-héros. Les Trois Mousquetaires, on est exactement avec de l'épisode, alors là c'est hebdomadaire en général, de l'épisode hebdomadaire qui donne un chapitre du livre, avec généralement à suivre au prochain épisode. Et des grands méchants et des bons héros, les super-héros actuels descendent aussi beaucoup des héros d'Alexandre Dumas, du Vengeur Comte de Monte Cristo, de D'Artagnan, etc. Et aussi du rocambole de Ponson du Terrail pour les rebondissements rocambolesques. Cette littérature populaire de masse donc, va donner à la fin du siècle, dans des personnages comme Sherlock Holmes aussi, qui va rester une référence pour des personnages comme Batman, Tarzan, Zorro, et vont apparaître à partir des années 1910-1920 ce qu'on appelait les pulps. J'ai déjà utilisé ce mot tout à l'heure. Les pulps, ce sont des magazines qui ont à peu près le même format que des comics, souvent un peu plus épais, souvent 100-120 pages, qui sont imprimés sur une très mauvaise pulpe de papier, d'où le nom de pulp. C'est un très mauvais papier journal, absolument épouvantable. C'est le papier le moins cher. Et vous notez que là, sur WordPay, c'était un peu cher, il était à 25 cents, mais beaucoup d'autres pulps sont à 10 cents, comme le seront plus tard les aventures de Superman et Batman. Ces pulps vont assez souvent créer des héros récurrents. Ce personnage-là, vous voyez pour mettre un serpent, c'est le célèbre Conan le Barbare, qui est né en 1931. Voilà. On vient de m'amener effectivement. Je vais partir avec parce que c'est une très belle pièce. Un pulp, donc c'est ceci. C'est au même format qu'un comic book, sauf que c'est plus épais. Donc chez ici Fantastic Mysteries, il y en avait beaucoup du genre. Il y avait donc des pulps de littérature fantastique, Weird Tales, aussi les débuts de gens comme Howard Lovecraft, le créateur de Myth of Cthulhu, Clark Ashton Smith, Catherine Moore. D'autres comme Astounding ou Astounding Stories sont plutôt consacrés à la science-fiction. Et verront débuter des gens comme Robert Heinlein, Isaac Asimov ou Alfred Van Vogt, de grands auteurs de science-fiction. Et la plupart des imprimeurs de comic book des années 40 étaient imprimeurs de pulps dans les années 30. Donc il y a vraiment un sens du roman feuilleton qui vient aussi du roman populaire qui vient de là. Et les personnages qui vont aussi faire souche, l'abominable Dr. Fu Manchu naît dans les années 20, et c'est un grand super méchant qui va avoir un paquet de rejetons dans les comics. Le mandarin dans Iron Man est un descendant direct du Dr. Fu Manchu. Le méchant Monsieur Ming dans Bob Moran est aussi descendant direct. L'empereur Ming dans Flash Gordon, dans le comic strip Flash Gordon, est aussi un descendant direct du Dr. Fu Manchu. L'apparition de grands méchants, de grands héros récurrents comme Conan, de grands méchants comme Fu Manchu, et des personnages comme le Doc Savage, peut-être que vous connaissez, il y a eu aussi un film dans les années 70, Chromélie, voilà, un grand personnage qui est le Doc Savage, est le modèle de Henry Verne quand il crée Bob Moran. C'est aussi un des modèles inavoués mais très nets de Siegel et Shuster quand il crée Superman. Superman aussi, il s'appelle Clark Kent, le prénom de Doc Savage est Clark. Doc Savage est l'homme de bronze, Man of Bronze, Superman sera le Man of Steel, l'homme d'acier, c'est plus costaud quand même. Il a une forteresse de solitude dans l'Arctique, etc., etc. Il y a beaucoup de points de correspondance entre le Doc Savage. Ici, avec les célèbres, les amateurs de beau graphisme connaissent surtout Doc Savage pour les couvertures de Bama des années 60, dans les réimpressions. On a fait plus de 100 ou 200 dans cet esprit-là, très peint, très modelé, très viril, avec la chemise déchirée. Donc Doc Savage, qui est le versant solaire, le héros aventurier, c'est aussi le prototype d'Indiana Jones, par exemple, mais qui va servir de prototype à Superman. Et il va y avoir un autre personnage qui est le Shadow, donc il a son grand manteau noir, ses automatiques, enfin là un revolver, mais souvent des gros automatiques, son chapeau sur les yeux, il est caché ici de son visage, il agit dans la nuit à Chicago, il massacre le criminel en ricanant, qui est personnage de pulp, mais aussi de feuilleton radiophonique.
Et il faut savoir que le premier à incarner le Shadow est le jeune Orson Welles, qui aussi fera carrière dans d'autres domaines, qui est entre autres un des très grands cinéastes, mais qui était au départ un homme de radio, entre autres cette adaptation célèbre de La Guerre des Mondes qui avait semé la panique, tellement qu'effectivement il avait le sens du réalisme, et ces feuilletons radiophoniques qu'on trouve maintenant en libre écoute sur Internet sont très très bien. Il y a vraiment une ambiance un peu inquiétante, un peu de roman noir. Il faut savoir qu'en France, on a connu Judex, peut-être que certains connaissent Judex avec le film de Franck Jules, mais certaines aventures de Judex qui étaient publiées en France étaient en fait des traductions d'aventures du Shadow dont on avait changé le nom. Il y a beaucoup comme je le disais, beaucoup d'auteurs de pulps, d'auteurs de science-fiction, qui faisaient du pulp dans les années 30-40, se sont trouvés à faire du comics dans les années 50-60. Ils vont aussi piocher. Par exemple, là, c'est une série qui était très connue en son temps, un space opéra, écrit par Doc Smith, qui s'appelait la série des Lancemen, qui étaient des espèces de patrouilleurs galactiques. Un des épisodes s'appelle La Patrouille Galactique, avec des gens armés d'un joyau plus ou moins magique, enfin, qui amplifie leur pouvoir mentaux. Ça date de fin des années 30, début des années 40, et ça se poursuit jusqu'à la fin des années 40. Les auteurs de comics sont allés piocher aussi, après avoir pioché dans la mythologie, vont piocher aussi dans des choses. Alors les Lancemen, c'était publié en français sous le titre, la série s'appelait Fulgur. Le Grey Lanceman devenait le Fulgur Gris, par exemple. C'était sorti entre autres chez Albin Michel dans la collection Argentée. Donc c'est de la science-fiction à grand papa, c'est pas des choses très élaborées comme pourrait l'être Dune ou le roman de Philippe K. Dick, c'est vraiment de l'aventure brute. Ça va servir de gabarit. Il y avait eu un Green Lantern dans les années 40, il y en aura un à partir des années 50 qui va appliquer directement les concepts de ce qu'on trouvait dans la série Lanceman qui s'était arrêtée à l'époque, avec effectivement, là ce sera une bague magique, enfin une bague pas exactement magique dans la série, ce sont des extraterrestres bienveillants, extrêmement avancés qui la fournissent. Dans les faits, c'est l'action de Arthur Clair que toute technologie suffisamment avancée devient indiscernable de la magie. Ce personnage-là est un patrouilleur spatial qui gère un secteur, le secteur d'espace auquel appartient la Terre, et qui fait partie d'une organisation qui fait la police dans toute la galaxie. Donc les super-héros, là, on rentre un peu dans une des choses qui rendent le super-héros si difficile à définir de façon claire, nette et précise, c'est que le super-héros va fonctionner par amalgame. On a des dieux nordiques, on a des dieux grecs, on a des personnages, le Captain America qui est né d'expériences scientifiques des années 40, on a des conquérants d'espace, des extraterrestres, des techniciens, des mutants, et tout ceci va s'assembler et va évoluer. L'année dernière, il y a eu un film, Les Gardiens de la Galaxie, qui ne ressemble pas tellement à ça. Mais au début, dans les années 60, la conception de la science-fiction étant celle-là, celle des pulps, ça donne ceci. Le film qu'on a eu l'année dernière ressemble beaucoup plus à un Star Wars. Ce qu'il y a, c'est un mécanisme d'appropriation des genres et d'accrétion autour du super-héros de pas mal de choses. Par exemple, et à l'inverse, par exemple, il y a un comics d'Alamo qui s'appelle La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui va retourner en arrière, va reprendre les codes du roman populaire avec le capitaine Nemo, avec Nina Harker, qui est donc une des héroïnes du livre Dracula, avec Alan Quatermain, grand personnage de roman d'aventure des années 1800, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'homme intime de H.G. Wells, et va faire fonctionner ça exactement comme un groupe de super-héros qui va combattre Fu Manchu, qui va combattre le méchant Moriarty et l'ennemi de Sherlock Holmes. Et ça va fonctionner exactement selon les règles d'une bande dessinée de super-héros, tout en n'étant pas exactement, tout en étant un hommage au roman populaire du tournant du XXe siècle, qui a donné une partie des bases formelles de ce qui viendra par la suite de super-héros. Une autre
on était pris dans un désordre, dans un savant désordre, c'est absolument épatant, ça serait passé plus tôt. Je parlais aussi de choses qui ont été reprises directement dans la mythologie. Le talon d'Achille, ça c'est quelque chose que Stanley fera très très bien, c'est donner à chacun de ses héros un talon d'Achille. Pour Peter Parker, le marinier, ça va être sa vieille tante qu'il ne faut pas brusquer, dont il faut absolument donner un tête, elle découvre qu'il est en réalité. Pour Tony Stark, ce sera des problèmes de cœur, puis des problèmes de foie et d'alcool qui font du personnage son propre Pyrénées. Le personnage, va complètement se détruire. C'est quelque chose qu'on sent d'ailleurs assez bien dans les films récents, où on voit un personnage un peu toujours sur le fil, dépassé par ce qui lui arrive, et un peu portant le poids de l'héroïsme pour lequel il n'était pas fait. Parler de Tony Stark et du personnage d'Iron Man permet de revenir sur cette dimension aussi de commentaire social qu'avaient les comics. Quand Stanley crée Iron Man, il s'est aperçu qu'effectivement la jeunesse des années 60 adorait ces personnages, et il s'est posé un défi. Il s'est dit, je vais créer un personnage qui soit complètement antipathique, qui soit absolument à l'opposé de ce que recherche le lecteur, et je vais essayer de voir si je peux leur faire aimer. Et donc, Tony Stark et tout ce que la jeunesse des années 60, très politisée, très mobilisée contre la guerre du Vietnam, ne peut que détester, c'est un industriel de l'armement, il a une vie de contrat militaire avec l'armée. À l'époque, on envoie les jeunes se faire trouver la peau au Vietnam, c'est très, très fort, et il lui arrive tellement d'embrouilles, Tony Stark, surtout dans de telles situations, qu'en fait on se prend effectivement à l'apprécier, à compatir. C'est la grande force de Stanley. On parlait de ses défauts tout à l'heure, sa manière de tirer la couverture à lui par rapport à ses dessinateurs. C'est aussi de créer des personnages, de créer des situations de romans feuilletons qui vont rendre les personnages beaucoup plus attirants et beaucoup plus attachants que les personnages de la concurrence. Ce côté éponge du comics, il va beaucoup s'exercer aussi avec le cinéma. Cette image-là provient d'un film des années 30, L'Homme Thierry, adapté de Victor Hugo, avec l'acteur Conrad Veidt, on l'a vu aussi dans Casablanca par exemple, qui campe un personnage défiguré, absolument effrayant, un film très expressionniste, qui va être directement recyclé par les auteurs de comics. Je ne sais plus quand date le film de L'Homme Thierry, je crois que c'est 36. C'est un film, il est si ancien que ça. D'accord, merci. Mais ils vont très impressionnés par ce film. Les auteurs vont intégrer L'Homme Thierry, en faire un méchant qui va devenir le méchant emblématique de la série Batman. Pour la petite histoire d'ailleurs, les auteurs avaient prévu de tuer le Joker à la fin de son aventure, et puis s'aperçoivent que, mine de rien, ils tiennent peut-être quelque chose, et le Joker est le premier super méchant. Je parlais tout à l'heure d'arrivée de besoin que les héros ont super méchant, et pendant les 2 premières années, il n'y a pas de méchants récurrents, il n'y a pas de méchants vraiment marquants, et le Joker sera le premier d'entre eux, il sera suivi de beaucoup d'autres. Mais c'est quelque chose qui est typiquement, comme beaucoup de choses dans les comics de super-héros, qui provient d'autres choses et qui est réinterprété, réinventé, redigéré, pour en faire effectivement un personnage dans ses habitudes, dans ses manières de fonctionner, n'est plus du tout l'homme Thierry tel que l'incarnait Conrad Veidt, mais il en garde pendant très longtemps un visage. Même si après on peut le faire évoluer dans une version plus récente du Joker du milieu des années 80 qui le rend extrêmement effrayant et qui va en faire sortir toute la folie. On parle des auteurs anglais d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que même si le super-héros est un genre assez typiquement américain, comme le détective privé de roman noir à la Sam Spade ou à la fille Marlowe, ou comme le Cowboy, beaucoup d'auteurs d'autres pays, entre autres des Anglais, aussi des Français, par exemple actuellement Coppel dessine toujours Thor. Non, parce que Thor ça a changé dernièrement. Oui, donc il n'est plus sur Thor, mais par exemple Thor a été très longtemps dessiné par Olivier Coppel, qui habite du côté de la porte de la Chapelle, qui est un garçon très sympathique d'ailleurs. Il a dessiné aussi X-Men, il a dessiné Avengers, Batman a été dessiné un moment par Jean-Jacques Zelowski, qui habite la Nation. Il y a Jean-Marc L'Officier, qui a écrit pas mal de choses là-bas, travaille avec les Américains depuis les années 70. Il y a énormément, Phil Bryon, qui a travaillé comme dessinateur aux éditions Soleil, a dessiné aussi des aventures du Prince des Mers.
Gérald Parel fait des couvertures d'Iron Man, mais on a aussi des Mexicains, des Italiens, beaucoup de dessinateurs italiens ou espagnols qui font des comics. Dans les années 70, il y a eu énormément de dessinateurs philippins. C'est un désordre incroyable. Une autre figure qui a été beaucoup recyclée aussi par les comics, c'est celle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tout le monde connaît l'histoire de l'incroyable Hulk, il y a eu des films, des séries télévisées, de cet homme qui, quand il se met en colère, devient énorme, vert, monstrueux. Ça permet d'ailleurs aussi on reviendra sur l'histoire d'auteur. Monstrueux, c'est typiquement le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dans lequel on passe à la surmultiplier. Dans les années 60, un personnage qui est Dr. Strange, qui est un magicien, le maître de la magie, lui, il va recycler des choses de façon très amusante. Il y a aussi un besoin de mysticisme tibétain qui naît des livres de Télopsan Rampa, qui révélaient les grands secrets des lamas tibétains. Il faut savoir que M. Rampa était en fait de profession plombier dans le Devon en Angleterre et a à peu près tout inventé en lisant en diagonale Alexandre David-Mills, entre autres. Mais ces livres, avant que le masque tombe, ces livres sont pris très au sérieux. Il y avait le troisième œil, la troisième oreille, la caverne des anciens, les secrets de Laura, etc. Ils sont pris très au sérieux dans les années 60 et recyclés aussi par Stanley et Steve Ditko, qui créent des univers complètement psychédéliques dans lesquels le Dr. Strange projette son âme pour combattre des menaces venues des tréfonds d'autres dimensions, des diables, des choses comme ça. Et donc, de façon très psychédélique, ce qui n'est pas, par contre, du tout dans leur intention. Quand Steve Ditko, le dessinateur, qui est quelqu'un de très à droite, de très sérieux, de très austère, découvrira que les hippies de la fin des années 60 adorent Dr. Strange parce qu'ils y voient quelque chose des hallucinations, des histoires de champignons, des choses comme ça, qui sera absolument contré. Et la créature échappe très souvent à son créateur, Dr. Strange en est l'illustration. Dans ces recyclages aussi, dans les années 70, il y a un acteur venu d'Asie qui va faire un malheur, c'est Bruce Lee. Bruce Lee fait un malheur, on va avoir des histoires de kung-fu. De la même manière, il va y avoir des films policiers de genre Shaft ou Cleopatra Jones avec des durs à cuir noir. On va avoir le personnage de Luke Cage, alias Powerman, avec une chemise jaune, col la tarte des années 70 du meilleur effet, qui va combattre les gangs dans Harlem, etc. Donc tout ce qui marche peut devenir un comic book de super-héros. Le genre fait feu de tout bois et recycle. Wonder Woman, on l'a vu tout à l'heure avec son slip à étoiles, là elle sort directement d'un épisode de Chocolat en botte de cuir. La pauvre va vivre des aventures très très chouettes à l'époque, avec au dessin c'est Max Gosti qui est très très à l'aise justement sur le côté gravure de mode, avec des choses aussi un peu karaté kung fu. Et ça marche pas mal. Ça marche tellement bien que Warner, la grosse société de médias qui vient de racheter à l'époque, qui a racheté peu de temps auparavant DC Comics, dit on va en faire une série télé, c'est formidable. Mais, tout le monde connaît cette série télé de Wonder Woman avec Linda Carter dans les années 70. Le problème, c'est qu'ils veulent faire la série télé avec le personnage tel que le public le connaît depuis les années 40. Donc avec le slip à étoiles, avec le lasso de vérité, etc. Les bracelets magiques. Et donc il va falloir que les auteurs qui, depuis 2 ans et demi, animaient une Wonder Woman complètement modernisée, féministe, dépourvue de pouvoir, qui règlent des problèmes sociaux, vont être amenés à devoir rétropédaler. D'ailleurs, ils vont lâcher l'affaire et confier la série à d'autres auteurs pour qu'on en revienne à la Wonder Woman classique, avec le slip à étoiles, etc. C'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup cette télé imprimée. Je ne connaissais ces épisodes-là que par lui dire et par justement des couvertures comme ça qui m'avaient quand même pas mal tapé dans l'œil. Je la trouvais absolument chouette. Et ça a été imprimé aux États-Unis il y a quelques années. Et je me suis vraiment régalé avec ces épisodes. Le recyclage marche dans les deux sens, d'ailleurs. On disait tout à l'heure, oui, les auteurs de comics sont piochés dans les films expressionnistes, dans les pulps, dans les romans feuilletons, dans la mythologie. Ce personnage-là est un méchant très connu, c'est l'adversaire principal des 4 Fantastiques, c'est le Docteur Fatalis.
qui est défiguré, qui vit dans une armure, qui a des pouvoirs, en même temps que ses pouvoirs de scientifique, c'est un scientifique de génie, a aussi fricoté avec la magie noire, etc. Est tombé dans le mal pour venger sa mère, parce qu'il avait été persécuté dans l'Europe centrale. Ce personnage-là, créé dans les années 60, va avoir un descendant de marque dans les années 70 avec le méchant Dark Vador des films Star Wars, qui est effectivement la cape, l'armure, le côté défiguré, le côté personnage bon au départ, ou en tout cas qui pouvait aller vers le bien, mais qui va basculer à un moment donné. Le personnage de Dark Vador est complètement... Enfin, c'est pas le seul personnage dont se soit inspiré George Lucas, mais il y a beaucoup du Docteur Fataliste, du Docteur Doom dans Dark Vador. Et pas Kirby, là je sors une autre. Fataliste a été créé par Kirby, comme la moitié des personnages que vous venez d'évoquer ce soir. Là, c'est une série qui débute en 1971, quand Jack Kirby passe à l'ennemi, passe chez DC Comics, a distingué une concurrence, comme disait Stanley dans ses éditoriaux. Cette série New Gods, qui sort 6 ans avant Star Wars, présente un jeune guerrier qui va combattre le mal, qui est un vieux barbu, va initier à un pouvoir cosmique qui s'appelle l'Astroforce. Le mal est représenté par un grand méchant qui s'appelle Dark quelque chose, je crois qu'il en reviendra tout à l'heure, qui vit sur une planète métallique, qui est parti à la conquête de l'univers. Coup de théâtre, au bout de 11 épisodes, on découvre que notre jeune guerrier est le fils du grand méchant Dark Machin. Si quelqu'un ici a vu Star Wars, dira que peut-être ça lui rappellera effectivement Dark Vador, l'étoile noire, la force. On est effectivement, George Lucas, le créateur de Star Wars, a dit s'être énormément inspiré de Flash Gordon, de films japonais, de pas mal de choses. Il n'a jamais avoué avoir tapé dans les New Gods, et à mon avis, quand même, surtout que les gens qui le connaissaient dans les années 60, il disait beaucoup de bandes dessinées. Donc, il me semble qu'il y a des choses qu'on essaie des traces dans le tuyau. Et donc, ce côté inspiration, ce côté éponge du comics marche dans les deux sens. Quand vous pressez une éponge, il en sort quelque chose. C'est exactement ce qui se passe avec le comics de super-héros. Ce côté éponge, on le voit d'ailleurs quand je parle des dessinateurs plus sophistiqués. J'aime beaucoup, par exemple, Walt Simonson. On aura une ou deux autres images de lui par la suite. Qui, quand il reprend Thor est un super, quand il le reprend au début des années 80, Thor est un super-héros depuis les années 60. Qui va parfois combattre des menaces cosmiques, des menaces divines, les dieux celtes, les dieux égyptiens, les dieux de l'Olympe, va combattre aussi les voleurs de coups dans New York, et combattre les ennemis des Avengers. Walt Simonson, qui a étudié, qui a des licences d'histoire, qui a étudié la mythologie nordique, a envie de replonger Thor dans ce genre d'ambiance, et va créer en fait pendant une trentaine d'épisodes, va ramener tout l'aspect mythologique, et on ne verra plus du tout Thor sur Terre avec son alter ego humain, mais on sera dans des choses complètement tirées de la mythologie nordique, et de l'anneau des Nibelung, de la force de l'épée, ce genre de choses, donc des choses beaucoup plus proches du Seigneur des Anneaux à la limite que des comics de super-héros. À l'inverse, des séries que les lecteurs de bande dessinée qui n'aiment pas particulièrement le super-héros, mais qui disent « Ah ça, c'est de la bande dessinée américaine comme je l'aime », Hellboy, qui est un personnage créé dans les années 90, le dessinateur de Hellboy, Mike Mignola, était un auteur de super-héros au départ. Il a dessiné le Prince des Mers, il a dessiné les héros cosmiques de Kirby, et Hellboy, ça reste un super-héros dans un univers complètement magique et fantastique. C'est une version 2.0 du démon de Jack Kirby qu'on avait créé, mais qui du coup est complètement débarrassé de l'apparence extérieure du côté super-héros, même si en termes de graphisme, en termes de dynamique, ça continue à utiliser les codes graphiques, les codes narratifs créés par les auteurs de super-héros depuis les années 40. Il en va de même pour Frank Miller avec Sin City. Donc Sin City, c'est vraiment du roman noir à la Mickey Spillane, pour ceux qui connaissent l'auteur de Mike Hammer, c'est complètement du roman noir des années 40, 50, 60, mis dans un noir et blanc assez somptueux, très sombre, très expressionniste. Frank Miller, aussi l'homme qui avait réinventé Batman au milieu des années 80, qui avait réinventé Daredevil au début des années 80, et ces personnages, même si ce sont des durs à cuire en imperméable, fonctionnent quand ils sautent dans une cage d'escalier, quand ils volent au-dessus des voitures, on reste dans quelque chose qui est très proche de ça sur le fond.
Donc, quelque part, le super-héros n'est pas le seul domaine de la bande dessinée américaine, il y a du polar, il y a du fantastique, mais quelque part, les codes, la praxis du super-héros a un peu contaminé tout le reste. On va revenir on va justement parler un peu de ces codes du super-héros. Et on en revient à la base, c'est-à-dire à notre Superman, qu'on avait un petit peu laissé de côté depuis tout à l'heure. Cette image datait fin des années 60, début des années 70, ça était fait par Neil Adams, dont on parlait tout à l'heure aussi, qui avait réinventé Batman graphiquement. Cette image est intéressante d'un titre. Graphiquement, elle pose aussi un des modèles de Superman dont on n'a pas parlé, mais qui est un modèle qui avait tous les points de rue à l'époque, qui est celui d'Hercule de Foire. Et quelque part, avec leur collant, avec leur cape, les super-héros sont aussi des Hercule de Foire. Ils tirent leur costume de là. Il y a d'ailleurs le tour de casser les chaînes est typique de l'Hercule de Foire, et les auteurs dans les années 60 reconnaissent tout à fait cette filiation. Il y a quelque chose aussi dont je n'ai pas parlé, mais dont je en reparlerai, par exemple par rapport à la couleur verte de Hulk. Les gens couverts comme ça, en général, on les aiguille vers chez le médecin, ils ne se montrent pas. Les costumes de Superman et des autres, surtout plus les héros sont anciens, plus ils ont des costumes pétaradants, très flashy, jaune, vert, bleu, rouge. Il y a une raison toute simple à ça, qui n'a rien à voir avec le goût des auteurs, qui n'a rien à voir avec les héros qui ont besoin d'être vus. Les auteurs ont besoin qu'on reconnaisse leur création. Mais il y a un truc, on en parlait tout à l'heure, les pulps et les produits comics sont imprimés sur un très mauvais papier. Et donc quand on dit oui, c'est très bariolé, ça pique un peu les yeux, c'est des couleurs très très flashy, c'est parce que sur ce genre de papier-là, et sur le papier, comme on le voit sur le pulp, c'est le même problème. Si vous faites les mêmes couleurs que par exemple dans le Blueberry du Jean Giraud, avec des camailleux d'ocre, de marron, des choses comme ça, un truc illisible. C'est illisible, c'est très laid, c'est affreux. Ça ne marche pas. Donc du coup, si on veut que ce soit à peu près lisible, ça reste grisâtre sur un mauvais papier, mais au moins on voit que c'est rouge, bleu, etc. On reconnaît les personnages, sans problème. Donc ce côté des couleurs est lié vraiment aux conditions de fabrication. Un autre truc aussi sur lequel cette image me permet de revenir, c'est la vieille blague des gens qui disent mais si Superman est si malin, pourquoi est-ce qu'il porte son slip par-dessus le pantalon? Parce que c'est un Hercule de Foire. C'est pas un slip, c'est un short. Donc la prochaine fois que vous devez briller dans les dîners banquiers, même si effectivement dans les années 60 il y en avait mieux à ressembler beaucoup plus à un slip, le fameux slip rouge de Superman qui est rouge à cause du papier, mais qui est en fait un short, puisque l'Hercule de Foire dans les cirques des États-Unis des années 1910, 1920, 1930, il porte des chaussures montantes de boxeur, il porte un collant, et par-dessus il porte un short en tuile en général. Et c'est exactement le costume que porte Superman, c'est celui d'Hercule de Foire, et c'est ce que voulaient précisément ces auteurs pour avoir quelque chose de reconnaissable. Un type qui est habillé comme ça dans les années 30, on sait que c'est le plus fort. C'est le type qui soulève des haltères, qui casse des chaînes, qui tord des fers à cheval avec les mains, etc. Donc ça fait partie des codes des super-héros, des codes classiques, dont les réseaux sont beaucoup plus prosaïques que ce qu'on aurait pu croire au départ. Donc le héros doit être iconique, on doit pouvoir le reconnaître. Alors je parlais d'Olivier Coipel, c'est cette illustration d'Olivier Coipel, d'un petit français qui est devenu une énorme star aux États-Unis. Donc il dessine Thor, qui a dessiné Thor pendant un sacré paquet de numéros depuis les années 2000. Mais le personnage avec son casque, l'Astérix, cette rouge, etc., qui a d'ailleurs les mêmes codes de couleur que Superman, pour les raisons évoquées plus tôt. La cape rouge, on la reconnaît bien, enfin, le truc sur la page, elle est toujours efficace, elle se voit. Si vous prenez le même personnage avec le même costume, et que Lottie l'a transformé en grenouille de 2 mètres de haut, on reconnaît quand même que c'est Thor. Donc une partie de l'appareillage du super-héros vient aussi du fait qu'il doit être reconnu. Il devient une marque. D'ailleurs, Superman actuellement, même si les vieux épisodes de Superman sont tombés dans le domaine public, le personnage étant une marque, on ne peut pas l'utiliser comme on l'utiliserait par exemple D'Artagnan, qui est tombé dans le domaine public. Superman, certaines de ses aventures sont tombées dans le domaine public, mais il y a une marque déposée, donc seul son éditeur a le droit de l'employer. Thor, c'est pareil.
Donc avec son costume, on le reconnaît, quelles que soient les avanies qu'il fait subir son demi-frère. Et les X-Men, c'est pareil, le truc, même quand on leur fait changer de costume, ils doivent rester reconnaissables. Il doit y avoir ce sont, on reconnaît quand même à peu près, ce sont basiquement les mêmes personnages, quel que soit le dessinateur, quel que soit le costume dont on a fait, il doit y avoir un look général, une ambiance qui ressort. Donc le super-héros, pour ça, est très multiforme. On va finir un peu cette exploration du grand thème par quelques passages obligés du super-héros et la façon dont ces passages obligés évoluent avec le temps. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire du Superman, vous la reconnaissez tout de suite. La planète explose, une fusée emmenant un bébé sur Terre, et le fait de son origine extraterrestre, le bébé démontre des capacités hors du commun. C'est l'histoire de Superman, comme on le connaît à peu près, qui va être racontée. Et comme tous les mythes, un mythe n'existe que quand il est raconté. Les grands mythes de création, par exemple en Australie, sont racontés tous les ans au début de l'année, parce qu'il faut redonner aux gens le sens d'où ils viennent. C'est un peu pareil dans les comics. Régulièrement, avec des auteurs plus ou moins talentueux, plus ou moins doués, qui vont se réattaquer au mythe fondateur du personnage. Donc là, on a la même histoire qu'il y a 2 minutes. C'était dans les années 40, là dans les années 80. Là, dans les années 2000, où l'histoire est résumée en 4 cases, une dizaine de mots, mais on reconnaît tout à fait la même histoire. La fusée, le bébé qui est découvert par des parents qui vont l'élever comme le leur. Et parfois, l'image suffit. Dès qu'on connaît l'histoire de Batman, on voit Batman, le jeune homme, entre ses parents morts, on sait très bien comment va grandir et vieillir ce jeune homme, comment il va surmonter sa tragédie personnelle. C'est l'origine de Batman résumée en une couverture. Et du coup, ça permet aussi des effets quand on fait fonctionner les personnages les uns avec les autres. Nous avons ici l'origine de Superman résumée en 2 cases même, celle de Batman résumée de la même façon, montrant comment ces 2 personnages-là, qui sont pourtant si semblables par ailleurs, se retrouvent aussi réunis par une tragédie fondatrice. Donc il y a ce genre de réitération de l'origine est un facteur très important de définition du héros et de la tragédie qui est à l'origine d'un héros. Par exemple, on connaît aussi l'histoire de Spider-Man qui obtient ses pouvoirs parce qu'il est mordu par une araignée, mais il devient un héros qui a la suite d'une tragédie. C'est-à-dire qu'au départ, quand il a des pouvoirs, ils ont ça pour faire du catch, pour faire de l'argent en tant que catcheur plus costaud que les autres. Et puis quand il s'aperçoit que son inaction a coûté la vie à quelqu'un qui lui était proche, il va prendre sur lui la responsabilité de combattre le mal. Donc il y a souvent une tragédie fondatrice à l'origine du héros. Ici, on voit les origines du Captain America qui passe de Gringalet à Surhomme grâce à une potion magique. Au moins 15 ans avant la SPF. Ici, le surfeur d'argent, l'origine est peut-être la plus mythique de toutes, puisqu'il devient, c'est au départ un homme qui est choisi, qui essaie de se sacrifier pour sauver sa planète d'une espèce de dieu destructeur qui vient d'elle. Et ce dieu lui confie une mission en disant d'accord, tu veux sauver ta planète, très bien, mais tu m'en trouves une autre, puisque ce dieu destructeur se nourrit de planète, et ce dieu va le recréer. Donc on ne peut pas faire plus mythologique que ça. Il va le recréer en un être d'argent qui parcourt la galaxie et qui a vite s'apercevoir. Il lui confie une mission épouvantable et qui va devenir un héros au moment où il va lutter, il va se retourner contre son créateur. Il y a aussi une tragédie fondamentale. Il a abandonné son monde pour le sauver, mais au prix aussi de dévastation face auquel il faudra un jour qu'il prenne ses responsabilités. Cette main créatrice est aussi, là, dans Green Lantern, je parlais tout à l'heure de Green Lantern, le policier galactique, au cœur de l'origine de Green Lantern, il y a l'origine de tout l'univers qui explique la création de cette force de protection de l'univers. Et là, l'origine de cet univers est là aussi la main d'un dieu créant les galaxies, et ça génère un système de tabou. Il ne faut pas contempler, normalement, dans cet univers, il ne faut pas regarder en arrière pour contempler cela.
Et le mal naît du fait, le mal naît du fait que les gens aient voulu violer ce tabou et qu'il a fallu se doter d'une force permettant de combattre le mal qui était né à cette occasion-là. Donc l'origine structure énormément l'univers des super-héros. C'est pas grave, on va, le fameux dieu destructeur, c'est celui-là, le surfeur d'argent. Ce qui nous amène, donc, on a le début des super-héros. Les super-héros n'existent que pour empêcher la fin. C'est-à-dire que la fin du monde, c'est un peu comme dans le monde réel, hein, le monde des super-héros, la fin du monde est tout le temps annoncée, elle ne se produit jamais. Non pas parce que ceux qui annoncent ont des problèmes, mais parce que les super-héros sont là pour empêcher. Par exemple, quand Galactus arrive pour se nourrir de la Terre, les 4 Fantastiques vont réussir à retourner son héros annonciateur, le surfeur d'argent, et vont réussir à contrer Galactus. Parfois, on ne peut pas faire l'économie de la fin, puisque dans le cas de Thor, qui est un dieu nordique, la fin du monde des dieux nordiques, elle est déjà décrite dans la mythologie. Donc Jack Kirby, dans une image qui rappelle d'ailleurs un peu celle qu'on a vue tout à l'heure avec la chute de Camelot, va nous raconter un moment la fin des dieux nordiques. Ah, Kirby adore ça, il aime bien Kirby est quelqu'un qui aime la puissance dans le dessin, donc tout ce qui est dévastation énorme va oui, il s'amuse beaucoup à faire des choses plus grandes que nature. C'est un vitalisme très fort chez Kirby, il aime le bigger than life, des choses complètement énormes. Et on va venir d'ailleurs sur d'autres de ses créations. Là encore, avec Kirby. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, cette case fait quasiment suite à la précédente, puisque Kirby, n'arrivant pas à faire ce qu'il veut sur Thor, sur les aventures du dieu Thor chez Marvel, finit par claquer la porte et arriver chez DC Comics. Les aventures du dieu Thor qui va se terminer par la fin du monde des dieux nordiques, et bien ça c'est New Gods, dont on parlait tout à l'heure avec le jeune guerrier blond, le méchant Darkseid, etc. Ça c'est la première page de la série New Gods. On commence aussi par la fin du monde. Alors vint le temps où les anciens dieux